Nous sommes en direct à Colomiers, au salon de BD au Hall Comminges. Nous recevons donc Thierry Mornay, qui est responsable de la ligne comics chez Delcourt. Thierry, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Avant d'être à Delcourt, donc, tu avais été chez Semic, toujours un peu dans le milieu comics. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce métier alors que tu avais déjà un métier et que ça aurait pu être un choix assez risqué au départ? Oui, donc tu es en train de me dire que faire de la bande dessinée, c'est pas un vrai métier. C'est un peu ce que pensaient mes parents au début, en fait. Mais non, en fait, je crois que j'ai toujours été passionné de bande dessinée depuis mon plus jeune âge. En fait, j'ai été biberonné doublement à Blueberry et à Strange, à Pif Gadget et à Metal Hurlant. Et en tant que lecteur pour commencer, et puis ensuite j'ai commencé à écrire des articles pour un fanzine spécialisé qui s'appelait Scarce, qui est dédié d'ores et déjà à la bande dessinée américaine. Donc j'avais un petit peu de cet ADN américain en termes de bande dessinée au moins en moi, et je dirais que de fil en aiguille, j'ai été un jour contacté par les éditions Semic qui recherchaient à l'époque une personne pour s'occuper et prendre en charge leur catalogue. Il faut savoir qu'à l'époque, à la fin des années 90, les éditions Semic venaient de perdre la licence Marvel au profit de Panini en France, et cherchaient quelqu'un pour réorganiser un petit peu leur ligne éditoriale. C'est le travail que j'ai entrepris en 99 avec eux, et puis je suis resté jusqu'en 2004 chez Semic, en incorporant DC Comics et Vertigo en France, en développant toute une gamme d'ouvrages qui étaient destinés non plus seulement au kiosque comme auparavant, mais à la librairie, à savoir les Semic Books notamment. Et puis en faisant de Semic une espèce de Semic version 2.0, puisque Semic était l'émanation des mythiques éditions Lug, qui elles-mêmes avaient été l'éditeur historique de titres comme Strange, Titan, Nova, et que moi je lisais quand j'étais minot, quoi. À la suite de cela, on s'est séparé avec les responsables de Semic, divergence de vue, on va dire, pour faire très simple, et ensuite Guy Delcourt m'a contacté, m'a demandé si je voulais venir collaborer au sein des éditions Delcourt pour reprendre en charge véritablement une partie de son catalogue qui était dédiée à la bande dessinée américaine, aux comics en général. Voilà. Donc il y avait déjà quelques comics à l'époque, et puis j'ai fait tout un travail de dépoussiérage, de remise en forme, et puis on a pu évoluer jusqu'à devenir aujourd'hui les numéros 1 du comics en France. Voilà. Et chez Delcourt, est-ce qu'ils t'ont fait confiance dès le départ dans le choix des séries que tu leur as amenées? Est-ce que c'est toi qui as amené les séries de ton propre chef, ou est-ce qu'ils t'ont imposé quelques-unes? Est-ce qu'il t'imposait certains choix de séries, ou est-ce que c'est toi qui étais entièrement libre des choix de séries? Non, en l'occurrence, j'ai eu la chance en fait de disposer d'ores et déjà d'un catalogue préexistant, avec notamment, pour citer les deux plus connus, Hellboy et Star Wars, qui étaient déjà implantés chez Delcourt, mais pas forcément sur un rythme de publication aussi dense que ce qu'on peut faire depuis lors. Mais très rapidement, oui, j'ai apporté des choses qui étaient nouvelles et peut-être un peu plus mainstream, je dirais, à ce qui se faisait auparavant chez Delcourt. Et ça m'a permis d'amener des séries comme The Goon, ça m'a permis de développer tout l'univers Star Wars de manière beaucoup plus vaste que ce qui pouvait être fait jusqu'alors. Et puis de proposer une série comme Walking Dead, par exemple, qui est devenu le phénomène que l'on connaît aujourd'hui. Donc aussi bien Guy que moi-même en sommes particulièrement ravis, quoi. Justement, en parlant de Walking Dead, quand tu l'as amené, très peu de gens pensaient que ça allait devenir un tel succès. Est-ce que toi, tu y croyais à ce moment-là? J'y croyais doublement par le fait, d'une part, que c'est une série que j'avais publiée et testée chez Semic juste avant de partir. Il y avait eu un premier tome de publié chez Semic d'ores et déjà. Moi je croyais avant tout que c'était une très bonne histoire, et ça le reste aujourd'hui, c'est toujours une très bonne histoire. Elle a juste atteint un public qui est beaucoup plus large que tout ce à quoi on pouvait rêver à l'époque, tout ce qu'on pouvait espérer, puisqu'on est dorénavant sur une série qui est vraiment une série grand public, massive, qui est une série phénomène, voilà, comme il en arrive peut-être une fois, voire deux dans une vie d'éditeur, je dirais. Donc j'ai cette chance de pouvoir aujourd'hui piloter éditorialement l'édition de cette série. Mais non, on n'imagine jamais la portée ou l'ampleur d'un succès lorsqu'il est devenu ce qu'il est, quoi. En revanche, ce dont j'étais persuadé, oui, c'était de la qualité intrinsèque de la série dès le début. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé en fait à la proposer à Guy et à insister pour qu'on l'insère au sein du catalogue Delcourt.
la venue même de la série télé Walking Dead a-t-elle amené quelque chose en plus par rapport au niveau de l'édition de la BD elle-même Alors au niveau de l'édition elle-même, non, puisqu'on n'a absolument pas changé la forme la manière qu'on avait d'éditer cette série en France. En revanche, en dépit du fait que Walking Dead était déjà un succès très intéressant avant même l'apparition de la série télé, il est évident que la diffusion de la série télé, notamment aux États-Unis, a concouru à vraiment faire exploser les ventes. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu un effet catalyseur sous l'impulsion de la série télé au moment de sa première diffusion, il y a maintenant 4 ans. Et depuis lors, le phénomène n'a fait que prendre de l'ampleur. C'est peut-être la raison qui vous a poussé à Delcourt à éditer le magazine lui-même, Walking Dead, On va dire que c'était une évolution assez logique, oui, autour de la licence, lorsque Skybound, qui est l'éditeur américain de Walking Dead, s'est associé à l'éditeur anglais Titan pour réaliser ce magazine sous licence, ce magazine dédié à l'univers de Walking Dead. Donc il était question aussi bien entendu de la bande dessinée que de la série télé, mais aussi de tout ce que l'on peut trouver sur les jeux de plateau, le jeu vidéo. Ça nous a semblé assez naturel, oui, d'aller chercher ce magazine qui représente pour nous une manière régulière de présenter, de mettre en avant tout ce qui entoure la publication de Walking Dead, mais aussi la série télé, quoi. Entre-temps, tu as édité un livre sur le comics lui-même qui reprend pratiquement une sorte d'encyclopédie du comics. Peux-tu nous en parler ? Non. Oui, absolument. Oui. Alors, c'est une deuxième casquette, effectivement, puisque être éditeur chez Delcourt est déjà un job à plein temps et qui m'occupe bien sûr la majorité de mon temps. Il y a 2 ans, j'ai décidé de mettre en œuvre un projet que je traînais depuis quelques années déjà et qui consistait à établir une espèce de guide de lecture de ce que je pouvais considérer comme étant le plus incontournable en termes de lecture quand on s'intéressait à la bande dessinée américaine. Donc aux comics au sens large du terme, puisque dans l'esprit de beaucoup de personnes ou de lecteurs, quand on prononce le mot comics, beaucoup ont tendance à penser que ça se restreint à un seul genre, qui est celui des super-héros. Alors c'est vrai que l'activité médiatique, qu'elle soit filmée ou en termes de jeux vidéo autour des super-héros, fait que l'amalgame se fait assez aisément. J'ai la chance de lire maintenant depuis plusieurs décennies, depuis une 40aine d'années, des comics, que ce soit en VF ou en VO, et sous l'impulsion de personnes comme Jean-Pierre Dionnet, lorsqu'il était à la tête de Métal Hurlant, ou Ferchid Baroucha quand il a créé Édition USA, ou encore Jacques Collin quand il a créé Zenda. On se rend bien compte que le comics ne se limite pas, bien entendu, au simple et au seul super-héros. Il y a énormément d'autres choses et d'autres œuvres et d'autres artistes qui à ce jour, font du comics, font de la bande dessinée américaine. Et cet ouvrage, en fait, est tout simplement un guide de lecture destiné à la fois aux lecteurs qui s'intéressent aux comics de longue date et qui pourront peut-être y trouver quelques séries qu'ils finalement ne connaissaient pas, quelques anecdotes sur des séries qu'ils connaissent bien et que justement ils ignoraient. Et puis ça s'adresse aussi à toute une génération de nouveaux lecteurs qui sont arrivés sur le comics il y a maintenant quelques mois ou quelques années, puisque maintenant le comics a gagné ses lettres de noblesse, est publié en librairie très, très régulièrement et pas seulement en kiosque. Et bien là, voilà, ça s'adresse aussi à ces jeunes lecteurs qui ont envie d'opérer une espèce de sélection, ce qu'on peut considérer, alors c'est toujours très discutable bien sûr quand on fait une liste de cet ordre-là, mais ce qu'on peut considérer comme le plus indispensable en matière de bande dessinée américaine lorsqu'on s'intéresse à cette BD venue d'outre-Manche, d'outre-Atlantique, pardon. Et on va parler maintenant un peu de ton bébé en fait, du garde républicain. D'accord. C'est un personnage que tu as imaginé au moment de ton adolescence. Et il y a juste quelques années donc. Oui, c'est très récent. Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à le concrétiser vraiment en bande dessinée elle-même, à part évidemment la passion elle-même? Oui, tout à fait. Bon, ça concourt un peu à l'ensemble des choses qui se font jusqu'à maintenant, mais je dirais que je change à nouveau de casquette, puisqu'il y a Delcourt, il y a ce livre en tant qu'auteur chez Huguin et Momine sur les comics, et puis il y a ce projet un peu dingue qui est autoproduit dans mon bureau personnel à la maison quand j'ai un petit peu de temps libre, qui s'appelle Le Garde républicain, et qui est un projet de série de super-héros français. Alors c'est pas seulement une série qui est produite en France, mais c'est une série qui met en scène un personnage
de nationalité française dans un contexte de vie, dans un contexte éditorial qui est purement français. Alors c'est un projet dans sa forme initiale qui est né lorsque j'avais 15-16 ans. Et j'avais participé à l'époque à un concours de dessin dans un magazine qui s'appelait Mustang et qui publiait, pour les plus âgés d'entre nous qui s'en souviennent, des séries qui étaient des séries de super-héros mais réalisées par des auteurs européens et français en particulier. Alors on trouvait parmi ces personnages et ces séries une série qui s'appelle Micros, qui était signée par un mystérieux John Milton à l'époque, et qui n'était autre que Jean-Yves Mitton. Et puis on trouvait Photonique également, qui était signé par un mystérieux Cyrus Tota, qui s'avère être bien sûr Chiro Tota, que l'on connaît pour son travail sur Aquablue, sur Le Monde de Troie et sur Fuzz and Frisbee, entre autres. Et en fait, il y avait un concours de dessin qui était organisé dans ce magazine sur la fin de la vie du magazine, qui a duré une quinzaine de numéros. Et bon, les résultats de ce concours n'ont jamais été publiés réellement, et ce personnage-là que j'avais créé à l'époque, qui s'appelait le Garde républicain déjà, qui était un super-héros français, puisque c'était ce qu'on nous demandait de créer, avait été créé sur une feuille de papier, voilà, par Thierry Mornay, qui avait 15-16 ans. Le Garde républicain est un projet qui est resté enfermé dans les cartons pendant plus d'une trentaine d'années. Et il y a maintenant 2 ans, à peu près au moment où j'ai décidé d'écrire ce livre, j'arrivais à bientôt 50 ans, voilà, et je me suis dit, tiens, c'est un peu le moment de voir ce qui traîne un peu dans mes cartons, de ressortir des choses et puis de concrétiser des projets que je traîne un petit peu en tête depuis longtemps. Accidentellement, je suis retombé sur ce dessin et ce petit concept de super-héros français. Je l'ai dépoussiéré, je l'ai réécrit, je l'ai remis en forme, je l'ai étoffé, et puis j'ai décidé de me lancer dans l'autoproduction des aventures de ce personnage. Alors de simple personnage, c'est devenu un concept qui traverse le temps et l'histoire de France depuis grosso modo la Révolution française, donc fin du 18e, jusqu'à nos jours, voire à travers des histoires futuristes, puisque je ne m'interdis pas du tout d'avoir une incarnation du Garde républicain dans un contexte d'une France future. Ce qui m'intéressait surtout à travers ce concept revisité, c'était peut-être de répondre en toute humilité en fait à un manque. Il n'y a pas de super-héros français qui existe réellement, d'accord. On peut citer Fantax bien sûr, on peut citer issu de la littérature un personnage comme le Nyctalope. En revanche, en réel super-héros français, il n'y a jamais rien eu de réellement fait. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas aller jouer dans cette cour qui ne semble pas trop encombrée. Les super-héros, tout le monde les connaît, surtout les super-héros américains. Donc allons-y de notre petite pierre angulaire bleu, blanc, rouge, et puis essayons de développer un personnage qui soit un personnage qui défend les valeurs de la République, sans être bien loin s'en faut un personnage qui véhicule des idées nationalistes et un peu nauséabondes. Donc je suis parti avec ça, j'ai contacté des amis dessinateurs, et puis j'ai monté le projet, écrit des scripts, je leur ai proposé, ils ont été emballés, et puis à ce jour, voilà, il y a 2 numéros qui existent, on travaille sur le 3e. Et puis je suis particulièrement heureux de jouer dans ce bac à sable créatif personnel et d'y inviter tous les potes, tous les amis auteurs que ça intéresse, que ce soit le temps d'un dessin ou que ce soit effectivement pour réaliser un récit court, quoi, ou plus long. Donc voilà, je suis parti à faire pas mal de choses en plus de mes activités d'éditeur chez Delcourt, en plus de ce livre publié chez Huguin et Momine. Et je m'amuse avec mon Garde républicain aujourd'hui, voilà. Et c'est pour ça que je suis présent en particulier sur ce festival à Colomiers, et j'en suis particulièrement ravi. Donc tu as évoqué le fait que le Garde républicain traversait le temps via des diverses personnes qui reprenaient le flambeau de ce personnage. Est-ce que ça va amener dans les histoires que tu vas écrire à faire des références historiques, notamment comme tu parlais de la Révolution française? Est-ce que ça amène certains personnages? Oui, absolument. Oui. En fait, c'est même le terreau dans lequel l'ensemble des récits du Garde va pouvoir grandir. Il ne s'agit pas pour moi de changer l'histoire de France avec un grand H. Il s'agit de jouer sur une espèce d'uchronie qui nous ramène de toute façon aux événements majeurs de l'histoire de France. Ça m'a permis de faire une belle révision d'ailleurs des principales dates depuis grosso modo la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et puis en traversant ces différents événements, parfois dramatiques, parfois porteurs d'espoir, politiquement, socialement intéressants,
eh bien, ça m'a permis de travailler sur des récits divers et variés. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer, modifier, changer, moduler la grande histoire pour y raconter mes petites histoires. Donc tu fais partir le cadre républicain à partir de la Révolution française. Alors tu nous avais un petit peu avant en fait. Voilà, un petit peu avant, parce que tu nous avais confié hors antenne, tu avais évoqué le personnage de Lafayette. Oui, alors il se pourrait dans cette petite mythologie que je m'amuse à développer avec le garde républicain, et je dis bien il se pourrait, je le mets au conditionnel, que le tout premier garde soit en l'occurrence Lafayette lui-même. Pourquoi ? Parce que Lafayette était un des principaux porteurs français des idées qui ont permis de bâtir la République telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais aussi le système américain en fait. Voilà, parce qu'il a participé à la voilà, alors ça nous ramène quelque part en faisant une grande boucle à l'envers dans l'histoire vers la patrie de naissance des super-héros principaux que l'on connaît, puisqu'on sait bien la majorité des super-héros sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, alors que ce soit Superman, Batman ou dans les années 60 l'ensemble des héros Marvel. Ouais. Tu emploies également des références un peu plus populaires, notamment de la télévision. Je vois que dans le tome 1, tu as un peu détourné le personnage de Belphégor qui ont été immortalisés par Juliette Gréco dans les années 60. Qu'est-ce qui amène ce genre de rajout dans ton récit ? Tout simplement le contexte. À partir du moment où on choisit de développer un récit, un concept ou un personnage dans un terreau, comme je disais tout à l'heure, qui est un terreau franco-français, plutôt que d'aller situer les aventures d'un super-héros français à New York, comme l'avait fait d'ailleurs en leur temps Mitton avec son Micros, puisque c'était des personnages américains qui les animaient, ou Tota avec son photonique. Je me dis, autant faire en sorte que le garde républicain soit basé à Paris. Alors son quartier général est sous la cathédrale de Notre-Dame. Et puis bien les références qu'il va utiliser, les références culturelles, sont des références qui sont basées à Paris ou propres à la culture française. Et Belphégor fait partie de cette espèce d'imaginaire de la culture populaire française, et c'était un clin d'œil effectivement intéressant à faire à un grand feuilleton des années 60-70. Ouais. Le sidekick donc du garde républicain, à savoir Marianne, peux-tu nous en parler ? Pourquoi le choix d'une jeune de la cité ? Pourquoi pas ? Oui. Non, mais en l'occurrence, c'était au-delà des clichés, parce que lorsqu'on commence à travailler sur le genre qu'est le super-héros, bien sûr, la majorité des choses que l'on fait, c'est de manipuler des clichés. Le tout, c'est de savoir jusqu'où on va. Est-ce que ces clichés deviennent très vite parodiques, ridicules parce que vidés de leur substance, ou bien est-ce qu'on les utilise pour en faire des personnages qui ont de la substance, justement. Et c'était une vraie volonté, c'était une véritable volonté d'avoir une personne qui était 100% française, certes issue d'une émigration venue d'Afrique du Nord, mais pour moi, j'ai pas vraiment réfléchi à la question en fait. Ça me semblait être un clin d'œil intéressant à faire à des amis personnellement que j'ai et qui sont des filles extraordinaires, et Marianne effectivement est une jeune beurette, et voilà, c'est surtout avant tout une personne intéressante, une personne attrayante par son caractère, et la manière dont elle échange d'ailleurs avec le garde on fait un personnage truculent et vraiment génial à animer en fait. Elle s'anime toute seule en fait, elle a pris vie, elle a pris une personnalité très vite toute seule. Ouais. Donc dans les 2 tomes qui sont déjà parus, tu fais intervenir donc le garde républicain actuel, ainsi que celui de 1968. Est-ce que après 68. Oui, donc, est-ce que tu vas continuer sur un de ces 2 gardes, ou est-ce que tu vas faire des histoires sur les autres incarnations ? En fait, à l'heure actuelle, pour être honnête, il y a une douzaine de récits en cours d'écriture à divers stades, depuis le simple pitch jusqu'au synopsis, jusqu'à des récits quasiment bouclés et séquencés. J'ai pour l'instant un récit qui met en scène ce garde post-1968 et qui va permettre de boucler effectivement un peu les aventures majeures qui vont arriver à ce garde-là. Il y a un autre récit mettant en scène le garde contemporain. J'ai un récit qui touche aux origines du garde à partir de 1776. Il y a un récit prévu durant la Première Guerre mondiale. Bref, je m'interdis absolument rien. Quand je parlais de bac à sable créatif et de liberté totale pour
pour explorer les différentes incarnations du Garde. C'est réellement ça qui est intéressant, c'est de pouvoir raconter les histoires que l'on veut. Je sais pas, le Garde du début du XXe siècle qui va rencontrer les Brigades du Tigre, pourquoi pas, je vais m'amuser avec ça. Rencontrer Vidocq aussi, il me semble être un passage obligé. Bref, tous ces éléments qui constituent en fait la base de la culture populaire ou de la culture française tout court sont des éléments intéressants à incorporer à un récit possible. Du moment que moi je ne m'ennuie pas à les écrire et que suffisamment de lecteurs ne s'ennuient pas à les suivre, tout va bien, je m'amuse, c'est beau, c'est bien. Au final, il va peut-être finir capturer Arsène Lupin à force. Désolé, je n'ai pas entendu. Au final, une des incarnations du Garde va peut-être réussir à capturer Arsène Lupin, si ça se trouve. Arsène Lupin aussi, bien sûr, ça fait partie des personnages un peu truculents, alors que l'on connaît principalement à travers les incarnations télévisées, mais oui, bien entendu. Enfin, même si c'est pas au cours d'une aventure, mais c'est un clin d'œil en caméo dans une case, effectivement, avec un personnage comme celui-ci. Fantomas, Judex, voilà, autant de personnages qui sont issus de la littérature feuilletonesque française et qu'on peut tout à fait utiliser pour leur faire croiser la route du Garde à un moment donné. Oui, bien sûr. Ouais. Bien. Thierry, maintenant, quels sont tes projets futurs, que ce soit au sein de Delcourt, avec le Garde ou... Non, les différents projets. Alors, de casquette en casquette. Alors, en ce qui concerne Delcourt, pour commencer, c'est poursuivre le travail que j'ai la chance de pouvoir mener depuis maintenant quelques années avec une énorme liberté d'action, et je remercie Guy pour ça. C'est pas du cirage de pompe, c'est une réalité au quotidien qui me permet de toujours lui proposer des choses auxquelles je crois, moi. Quand je repère une série aux États-Unis, en acheter les droits et la proposer à Guy et lui expliquer pourquoi j'y crois et l'entendre dire ok, on y va, c'est bon, on teste, ça marche pas, mais on y va quand même. Il a toujours cette envie lui aussi de découvrir des choses nouvelles, même des choses auxquelles il n'est pas a priori sensible. Et ça, c'est vraiment un contexte de travail idéal pour pouvoir découvrir, trouver une pépite. C'est un peu comme ça que j'ai amené Chou, la série Chou, qui s'appelle Tony Chou en français. C'était quelque chose qui était assez improbable, avec un style de dessin un petit peu bizarre, pas du tout habituel dans ce qu'on connaît du comics aux États-Unis. La série, par son originalité et la qualité de son écriture et de sa réalisation en général, a su convaincre les lecteurs, et on est tous ravis parce que Guy a su me dire oui sur un projet comme celui-ci, aussi atypique soit-il. Donc poursuivre sur cette lancée-là, se concentrer et continuer à développer des licences qui rencontrent le succès, bien entendu, mais aussi continuer à titiller la curiosité des lecteurs en ne se contentant pas en fait de leur proposer des choses qu'ils ont déjà vues. Donc ça, c'est un peu mon objectif et mon travail de tous les jours chez Delcourt. D'autres projets de bouquins, effectivement, sous l'étiquette, c'est possible, il y en a en cours, mais ça requiert beaucoup de temps et d'énergie, et on va laisser un peu la poussière retomber, et on replongera dans un autre ouvrage un peu plus tard. Et puis le Garde m'occupe pas mal depuis quelques mois, et j'ai envie de continuer sur quelques numéros encore pour explorer et raconter les histoires que j'ai envie de raconter, quoi. Voilà. Si les lecteurs sont suffisamment nombreux à suivre les aventures, je continuerai, quoi. Voilà. Mais j'aurais pas de regret de ne pas l'avoir fait. Voilà. Ça fait quelque chose qui est présent, qui est là, et ça fait vraiment très plaisir. Merci de nous avoir consacré ton temps, Thierry. Merci beaucoup, non, avec plaisir. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir.